Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le nouveau chapitre qui traite de la monnaie. Donc le chapitre c'est que je vais commencer par présenter quelques concepts de base sur la monnaie que peut-être vous avez partiellement vu dans le cours de monnaie et banque, puis la théorie quantitative de la monnaie et après on termine avec le seigneuriage. Concept de base. Bien entendu, qu'est-ce que c'est que la monnaie? La monnaie, c'est l'ensemble de stocks d'actifs qui sont aisément mobilisables et afin de procéder à des transactions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un stock d'actifs, donc les actifs, ce sont les choses qu'on possède, mobilisables parce qu'on peut les mobiliser ou bien les utiliser afin d'effectuer des transactions. Et en général, c'est quoi la monnaie? C'est les pièces, c'est-à-dire les pièces métalliques ou bien les billets de papier qu'on a tous dans les différentes monnaies, livres égyptiennes, dollars, euros et ainsi de suite. Quelles sont les fonctions de la monnaie? On identifie en général trois fonctions principales de la monnaie. Donc, il y a trois fonctions de la monnaie. La première fonction de la monnaie, c'est un moyen d'échange. C'est quoi un moyen d'échange? Donc, c'est un intermédiaire qu'on peut utiliser afin d'acheter des biens et des services. Puis, deuxième fonction, c'est une unité de compte. Et donc, cela veut dire que la monnaie, elle indique les conditions dans lesquelles les prix sont libellés et les dettes sont enregistrées. C'est-à-dire, si j'achète un bien sur lequel c'est noté 2 livres égyptiennes, donc l'unité de compte dans ce cas est les 2 livres égyptiennes et la livre égyptienne elle-même. Troisième fonction, c'est la réserve de valeur, c'est-à-dire que la monnaie, elle peut être utilisée pour transférer le pouvoir d'achat du présent vers l'avenir. Parce que si moi je vais faire des épargnes ou bien des économies, c'est-à-dire je vais par exemple économiser 2000 livres égyptiennes, bien entendu, cela veut dire que je vais réserver la valeur dans la monnaie. Mais bien entendu, cette réserve de valeur, elle dépend de l'inflation parce que si je vais économiser ou épargner 2000 livres égyptiennes, mais le taux d'inflation sera très élevé, alors le pouvoir d'achat de ces 2000 livres égyptiennes va baisser et par la suite, la fonction de réserve de valeur dépend de l'inflation. Et bien entendu, un point important par rapport à l'économie de troc, c'est que la monnaie, elle permet en général de résoudre le problème de double coïncidence. Parce que si vous vous rappelez ce que vous avez vu l'année dernière dans l'économie de troc, il faut qu'il y ait une double coïncidence de l'acheteur et du vendeur pour que la transaction soit conclue. Mais si on a un intermédiaire d'échange comme la monnaie, on n'a pas besoin de cette double coïncidence parce que je peux acheter un bien qui n'a rien à voir avec ce que vendre mon partenaire. OK? Et donc, ce sont les trois fonctions principales de la monnaie. Moyen d'échange pour l'utiliser afin d'effectuer des transactions, une unité de compte dans laquelle les biens et les dettes sont libellés, ou bien les prix et les dettes sont libellés, et une réserve de valeur qui nous permet donc de transférer le pouvoir d'achat du présent vers l'avenir à travers les épargnes et les économies. Au cours du temps, la monnaie a pris différentes formes. Et donc, deuxième point à analyser, c'est quels sont les types de monnaie. Et on identifie en général deux types de monnaie. La monnaie marchandise et la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie marchandise, qu'on appelle en anglais commodity money, c'est la monnaie qui a une valeur intrinsèque. Ce qui veut dire une monnaie qui a une valeur interne à elle, comme par exemple l'or, l'argent, le diamant, n'importe quel bien qui est utilisé à travers pour effectuer une transaction. Donc c'est une monnaie marchandise. Donc c'est un bien
qui a une valeur lui-même, ok, et qu'on peut utiliser afin d'effectuer une transaction. Deuxième type de monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, fiat money. Et la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais sa valeur vient de l'État qui lui confère un cours légal. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les pièces et les billets de 5 livres égyptiennes, de 10 livres, de 200 livres, donc tous ces billets n'ont pas de valeur intrinsèque parce que c'est juste un bout de papier qui n'a aucune valeur. Mais ce qui fait que le billet a une valeur, c'est parce que cette monnaie, elle est socialement acceptée et c'est l'État qui lui confère cours légal, c'est-à-dire qui fait que cette pièce de papier qui n'a pas de valeur ait une valeur. Ok? Et donc, et par la suite, la différence majeure entre la monnaie fiduciaire et la monnaie marchandise, c'est que la monnaie marchandise a une valeur intrinsèque parce que l'or a une valeur, l'argent a une valeur, mais la monnaie fiduciaire n'a pas de valeur intrinsèque et c'est l'État qui lui confère cours légal. Et si on regarde au cours du temps comment la monnaie a évolué, pardon, pas évalué, a évolué. Et donc, tout d'abord, on avait des monnaies marchandises. Et donc, c'était d'abord l'or qui était utilisé. Mais bien entendu, le problème avec l'or, c'est que c'est un métal précieux. Et si c'est un métal précieux, cela veut dire qu'il est présent, mais en quantité limitée ou rare. D'autant plus que son utilisation, elle était coûteuse et il fallait toujours vérifier le poids de l'or, la qualité de l'or, comment on va répartir les différentes pièces d'or. Et toute cette procédure, elle était très coûteuse et très lente. Et par la suite, ce que l'État a fait, c'est que l'État a commencé à frapper des pièces d'or. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il a décidé que, au lieu donc d'avoir une confusion et que les gens vont déployer un effort important afin de déterminer le poids et la qualité de l'or, nous, on va frapper des pièces d'or à valeur précise qui est connue pour l'ensemble des personnes. Et donc, par exemple, on a émis des pièces d'or ayant une valeur de, par exemple, 20 grammes. Et donc, tout le monde sait que cette pièce, elle vaut 20 grammes et sa qualité est de X kira, par exemple, et ainsi de suite. Ok? Et donc, le fait que l'État a frappé des pièces d'or a facilité l'utilisation de l'or comme intermédiaire des échanges. Mais le problème, comme je l'avais déjà dit, c'est que l'or est un métal précieux, difficile à transporter parfois si on veut effectuer une transaction importante. Et alors, l'État a commencé à adopter une autre approche. C'est que l'État a commencé à émettre des certificats, des pièces ou des billets qui sont gagés sur l'or. Donc, on ne va pas échanger des billets ou des pièces en or, mais on va échanger des pièces et des billets en métal ou en papier, mais dont les valeurs sont fixées par rapport à l'or. Et par la suite, cela veut dire que ça résout partiellement le problème. Pourquoi? Parce que on n'aura pas besoin de se déplacer avec l'or pour effectuer n'importe quelle transaction, mais on va juste se déplacer avec ces pièces de métal ou bien ces billets pour effectuer n'importe quelle transaction. Et donc, puisqu'on a commencé à émettre des certificats ou des billets, on s'est rendu compte que désormais, on n'a pas besoin d'or tant que les billets sont socialement acceptés. Ce qui veut dire que tout le monde utilise ces billets qui ont été émis par l'État et les certificats qui ont été émis par l'État. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser l'or, d'où l'apparition de la monnaie fiduciaire.
Et ainsi, on est passé de la monnaie marchandise à la monnaie fiduciaire. Donc, pour résumer, on a commencé avec la monnaie marchandise où la monnaie a une valeur intrinsèque, surtout l'or. Le problème, c'est que l'or est un métal précieux qui est limité ou bien présent en quantité limitée, très coûteux au niveau même de son déplacement. Et alors, on n'était pas certain de la quantité de l'or, de sa qualité et de tout ça. Alors l'État a frappé des pièces en or pour faciliter son utilisation, mais le problème du coût de transport de cet or était toujours là. Alors on a commencé à émettre des billets et des certificats qui sont gagés sur l'or et qu'on peut immédiatement convertir en or. Une fois qu'on a commencé à utiliser de manière très large ces billets, alors, tout le monde, je veux dire, maintenant on n'a pas besoin de cet or, et alors on a commencé à utiliser uniquement les billets qui sont socialement acceptés, et on a commencé donc à n'utiliser que la monnaie fiduciaire. Comment peut-on mesurer la monnaie maintenant, puisque c'est une monnaie fiduciaire, et la monnaie fiduciaire, comme je l'ai dit, n'a pas de valeur intrinsèque, mais c'est une monnaie qui a plutôt une valeur qui est garantie par l'État lui-même. Et donc, afin de pouvoir mesurer la monnaie, on définit ce qu'on appelle un agrégat monétaire. Et c'est quoi un agrégat monétaire? C'est une mesure qui est utilisée pour définir une certaine quantité de la monnaie. Dans le cas égyptien, on a principalement trois agrégats monétaires. On utilise toujours la lettre M pour monnaie, M, et puis on ajoute un chiffre, M0, M1, M2, et dans quelques pays, il y a le M3. Et donc le M0, c'est ce qu'on appelle la base monétaire. Je ne vais pas parler de ça maintenant, je vais plutôt parler de M1 et de M2. Et donc le M1, c'est le premier agrégat monétaire qui regroupe les pièces et les billets en circulation. Et donc, toutes les pièces que vous avez de 50 piastres, une livre égyptienne, les billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 livres égyptiennes, en circulation dans le système économique, représentent le premier agrégat monétaire qu'on appelle M1. Avec ça, on ajoute les dépôts en compte chèque. Ça veut dire quoi les dépôts en compte chèque? Les dépôts à vue, si vous voulez. Et les dépôts à vue veut dire el-hisabat el-gariya. C'est-à-dire si vous avez un compte en banque duquel vous pouvez retirer l'argent avec votre carte. Et donc votre argent se situe à la banque, mais vous retirez de cet argent quand vous voulez effectuer une certaine transaction. Et donc ça, c'est le premier agrégat M1. Deuxième agrégat M2, c'est le M1 plus ce qu'on appelle les comptes sur livret, ou bien les dépôts à terme, hisabat al-tawfir. Et donc si vous allez acheter un certificat, comme le certificat par exemple du canal de Suez, certificat d'investissement, shahadat al-istismar, ou bien tout ça, ça fait partie du M2. Et donc cela veut dire, le M1, il inclut d'une part la monnaie en circulation plus les comptes à vue, ça va être Galia, et le M2 inclut le M1 plus les comptes. Ça c'est le cas égyptien, quand vous voyez les agrégats en Égypte, on a Domestic Liquidity, qui est M2, Siyula al-Mahalliya. Donc ça inclut M1, le money supply ou bien le ma'roud al-naqdi. Donc comme vous voyez là, al-naqd mutadawil kharij al-jihaz al-masrafi, et je vous présente le vocabulaire en arabe pour être familier avec la politique monétaire égyptienne. Plus al-wada'i' al-gariya bil-'umla al-mahalliya, c'est-à-dire si vous avez des comptes courants. OK? Et puis ça c'est le M1. Si on ajoute au M1 ce qu'on appelle le quasi-money ou bien ashbah al-nuqoud,
ça inclut donc, surtout dans le cas égyptien, trois composantes. Les dépôts à terme, en monnaie domestique, et puis tous les dépôts en monnaie étrangère, ou bien en devise étrangère, que ça soit à vue ou à terme. Autrement dit, les quasi-money incluent donc trois agrégats: حسابات التوفير اللي بالجنيه المصري، حسابات التوفير اللي بالدولار أو حسابات الجارية بالدولار. Tout ça, pas uniquement le dollar, mais je veux dire en toute devise étrangère. Et donc ça c'est dans le cas égyptien. Ça c'est juste l'évolution des agrégats monétaires en Égypte entre janvier et juillet 2019. Et donc vous voyez ici dans ce tableau que la liquidité domestique M2 inclut l'offre de monnaie M1 plus la quasi-monnaie qui se trouve en bas dans cette diapo. Et donc pour lire ce graphe, donc tous ces chiffres sont des millions de livres égyptiennes. Et donc on voit bien que d'un mois à l'autre, l'offre de la monnaie augmente. Et donc on peut par la suite analyser est-ce que la hausse de la monnaie, elle vient plutôt de la croissance du M1 ou bien de la croissance de la quasi-monnaie. Ok. Puisqu'on a vu le marché, je veux dire la monnaie et les fonctions de la monnaie ainsi que les types de la monnaie, là il reste maintenant à voir le marché monétaire lui-même. Et donc le marché monétaire, comme n'importe quel autre marché, on a donc un bien qui s'échange, c'est la monnaie elle-même, des quantités, donc la quantité de monnaie, et on a un prix. Et bien entendu, le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Et donc on va supposer par exemple que la quantité de la monnaie est mesurée par un agrégat, par exemple dans le M1 ou le M2. Et le prix de la monnaie, comme je viens de le dire, c'est le taux d'intérêt. Pourquoi le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt qui est donné par la banque? Parce qu'en fait, ça représente le coût de renonciation à la monnaie. Moi, si j'ai la monnaie, je peux l'effectuer afin d'acheter n'importe quel bien. Si je renonce à la détention de la monnaie, et donc je ne vais plus détenir de la monnaie, je vais déposer cette monnaie dans une banque, et donc si je la dépose dans une banque, je vais toucher un taux d'intérêt. Et par la suite, le taux d'intérêt peut être perçu comme étant le prix de la monnaie. Ok? Une petite parenthèse, c'est que parfois la Banque centrale aussi peut intervenir avec ce qu'on appelle les opérations d'open market. Ça veut dire quoi les opérations d'open market? Ça veut dire que la Banque centrale va émettre des certificats, vendre ces certificats et en contrepartie retirer l'argent. Ce qui veut dire que ces opérations d'open market affectent l'offre de la monnaie sur le marché. Dans le sens où je vais vous donner peut-être un certificat qui vaut 100 livres et je vais prendre les 100 livres maintenant. Donc je garde les 100 livres avec moi à la banque et je vous donne ce certificat. Un an plus tard, vous allez me rendre ce certificat. Je vous rends votre monnaie en lui ajoutant un taux d'intérêt. Et pourquoi l'État fait ça? L'État fait ça pour vendre les bons de trésor afin de financer le déficit budgétaire, par exemple, du gouvernement. Ok? Et ces opérations, on les appelle les opérations open market. Ok? Revenons maintenant au marché monétaire. Donc, on a la demande de monnaie. Comme c'est une demande, donc sur ce graphe, on a la quantité demandée sur l'axe la quantité donc de monnaie demandée sur l'axe des abscisses. Le taux d'intérêt sur l'axe des Y puisque c'est le prix, et comme c'est une demande, ça dépend négativement du taux d'intérêt. Et donc le plus le taux d'intérêt augmente,
le plus on sera incité à déposer l'argent à la banque, et le plus la demande de monnaie, elle va baisser. Ce qui est normal, parce que ça va m'intéresser plus de déposer mon argent à la banque afin de toucher un taux d'intérêt élevé. Et puis, deuxièmement, c'est que en analysant n'importe quelle courbe, il faut regarder donc qu'est-ce qui mène au déplacement le long de la courbe ou bien le déplacement de la courbe elle-même. Donc le déplacement le long de la courbe de la demande de monnaie, bien entendu, ça sera dû à la variation du taux d'intérêt. Mais la hausse des prix, par exemple, ou la hausse du revenu mène au déplacement de la courbe de demande elle-même, pas un déplacement le long de la courbe. Pourquoi? Parce que si les prix augmentent, on va avoir de plus de monnaie. Et si on a besoin de plus de monnaie, donc la demande de monnaie, elle va se déplacer vers la droite, parce que j'ai besoin de plus de monnaie afin d'acheter la même quantité de biens. D'autre part, si le revenu augmente, si mon revenu augmente, ça va m'inciter à acheter plus de biens, et si j'achète plus de biens, ça va augmenter la demande de monnaie. Et donc, ça déplace la courbe de demande de la monnaie vers la droite. L'offre de la monnaie, on suppose qu'elle est exogène. Et donc, elle a la forme d'une droite verticale qui est déterminée par la Banque centrale. Donc, c'est juste une décision de la Banque centrale où la banque, elle va préciser la quantité d'offres de monnaie qu'elle va offrir sur le marché. OK? Et alors, l'intersection entre les deux, entre l'offre et la demande, l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie, va déterminer le taux d'intérêt d'équilibre, R0, qui montre le point où l'offre de la monnaie sera équilibrée avec la demande de la monnaie. Après avoir présenté les concepts de base ainsi que le marché monétaire, on va maintenant passer à la théorie quantitative de la monnaie. Et pour la théorie quantitative de la monnaie, c'est une théorie qui est très importante, qui montre en général comment l'offre de la monnaie peut expliquer les problèmes liés à l'inflation. Alors, la définition de base de cette théorie quantitative de la monnaie, elle est donnée par la fonction suivante. MV égale APY avec l'indice T qui représente le temps. Et donc M, ça représente la quantité de monnaie en circulation. OK? V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Et ça veut dire quoi la vitesse de circulation de la monnaie? Ça veut dire la vitesse à laquelle la monnaie, elle change de main. C'est-à-dire, elle va de chez moi vers le boulanger, du boulanger vers l'épicier, de l'épicier vers un autre consommateur, et ainsi de suite. Donc, combien de fois la pièce de monnaie, ou bien le billet de monnaie est utilisé? C'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Et on va voir plus tard comment la mesurer. Donc M, c'est offre de monnaie, V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, P, c'est le niveau des prix, et Y, et dans quelques livres, on utilise à la place de Y le T, ça représente soit le revenu, soit la transaction. Et en général, les deux sont les mêmes. Pourquoi? Parce que je vais effectuer des transactions en fonction de mon revenu. Et donc, je peux très bien écrire l'équation quantitative de la monnaie MV égale PY ou MV égale PT. Les deux sont les mêmes. OK? Et alors, si Y c'est le revenu ou bien la production, donc je peux dire que c'est le PIB réel. Si je multiplie le PIB réel par P, ça constitue le PIB nominal. Donc P fois Y, c'est le PIB nominal. Et bien entendu, ce P fois Y, il représente la quantité de monnaie échangée. Pourquoi? Parce que ça sera égal à l'offre de la monnaie M que multiplie le nombre de fois que chaque
pièce est utilisée, qui est la vitesse de circulation de la monnaie. Et donc ça, c'est l'équation de base de l'équation quantitative de la monnaie, où j'ai MV égale à P. Donc d'une part, le MV représente l'offre de la monnaie, donc c'est l'offre de la monnaie, donc le stock de monnaie lui-même, M multiplié par la vitesse représente l'offre de la monnaie. Nous, de l'autre côté, on va demander la monnaie pour effectuer les transactions, et donc c'est mesuré par PY. Et donc je peux supposer que le niveau des prix est égal à MV sur Y. Ce qui veut dire que c'est l'offre de la monnaie multipliée par la vitesse de circulation que divise le PIB réel. OK? Et donc, juste pour clarifier un petit peu le concept de la vitesse de circulation de la monnaie, imaginons que j'ai 2 millions de dollars qui sont échangés, OK? Et 1 million de dollars sont en circulation. Ce qui veut dire que sur le marché lui-même, j'ai juste 1 million de dollars. Mais la quantité des transactions effectuées, ou bien pas la quantité, plutôt la valeur des transactions effectuées est égale à 2 millions de dollars. Donc cela veut dire que chaque dollar est utilisé 2 fois. Et par la suite, la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 2. Et donc ça, c'est l'idée de la vitesse de circulation de la monnaie. Bien entendu, selon la vitesse de la monnaie, l'augmentation de M peut affecter les prix et on va voir pourquoi plus tard. Mais en général, la vitesse de circulation de la monnaie, on peut supposer qu'elle est constante. Pourquoi? Parce que la vitesse de circulation de la monnaie, elle dépend de la présence des guichets, des banques, du comportement des agents économiques. Et tout cela ne change pas très rapidement. Et donc, on peut supposer que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante. Comment peut-on la mesurer? On peut la mesurer en prenant le ratio de P fois Y que divise M. Donc, je vous rappelle que puisque MV égale PY, donc je peux dire que V égale PY sur M. Ce qui veut dire que la vitesse de circulation de la monnaie, ça sera le ratio entre le PIB nominal, qui est donné par P fois Y, que divise la masse monétaire. OK? Et donc, la vitesse de circulation de la monnaie, en tant que revenu, elle nous dit combien de fois par période de temps une unité monétaire entre dans le revenu de quelqu'un. Et donc, quand je dis, ça change demain, si vous voulez. Et donc, cela veut dire que, de manière générale, et ça c'est une remarque à part, l'équation quantitative de la monnaie, elle est toujours, c'est une identité. Ça veut dire quoi? Une identité, ça veut dire que les définitions de ces 4 variables sont telles qu'elles sont toujours vraies, puisque le membre de gauche sera toujours égal au membre de droite, c'est-à-dire toujours le MV est égal à PY. Donc, si on regarde dans le cas égyptien, je vous montre juste donc, comment j'ai construit ce graphe. J'ai ramené les données de la masse monétaire M1, donc comme je l'avais déjà présenté, l'agrégat monétaire M1, et je divise le PIB nominal que j'ai cherché donc au ministère de planification par M1. Donc P fois Y que divise M1 me donne la vitesse de circulation en la mesurant avec l'agrégat monétaire M1. Et donc on voit bien que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est presque constante. Elle varie entre 1,2 et 1,4. OK? Si on refait le calcul, mais à la place de M1, M2. Donc dans ce cas, je vais diviser le PIB nominal, P fois Y, par M2. Et donc, on voit de nouveau que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est presque constante. Et alors, à partir de l'équation quantitative de la monnaie MV égale PY, on peut déduire la fonction de demande de la monnaie. Donc, je reprends le graphe que j'avais déjà présenté au début du cours.
où on va supposer que j'ai un marché, un des biens échangés c'est la monnaie, on demande la monnaie et le prix de la monnaie c'est le taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui fait qu'on demande plus ou moins de la monnaie? On va introduire une nouvelle variable qui s'appelle M sur P. Et donc M sur P, M c'est la masse monétaire et P c'est le niveau des prix. Et donc M sur P, c'est ce qu'on appelle les encaisses réelles. Et donc les encaisses réelles, ça mesure le pouvoir d'achat de la monnaie lui-même. Pourquoi? Parce que ce qui compte enfin, ce n'est pas le fait que j'ai beaucoup de monnaie, mais quel est le nombre de biens et services que je peux acheter avec ce stock de monnaie. Et par la suite, M sur P, je l'appelle les encaisses réelles. Donc la fonction de demande de la monnaie, elle ressemble fort à la fonction de demande de n'importe quel bien, parce que si le revenu augmente, je vais demander plus de monnaie, comme je vous l'avais déjà dit, parce que si mon revenu augmente, ça va m'inciter à acheter plus de biens, et si j'achète plus de biens, donc la demande de monnaie augmente, parce qu'on va réaliser plus de transactions. Et donc M sur P, on va supposer que c'est égal à K fois Y, où K c'est un paramètre ou bien une constante. Et donc à partir de cette relation M sur P, donc les encaisses réelles est égal à K fois Y, je peux dériver l'équation quantitative de la monnaie. Parce que si M sur P égale à K fois Y, je peux dire que M fois 1 sur K est égal à P fois Y. Et donc, je peux dire que M fois V est égal à P fois Y, où V est égal à 1 sur K. Et donc, cela veut dire qu'à partir de la fonction de demande de monnaie, on peut dériver l'équation quantitative de la monnaie, ou vice-versa, ou bien à partir de l'équation quantitative de la monnaie, on peut dériver quels sont les déterminants de la fonction de demande de la monnaie. Comme je l'avais déjà présenté dans le graphe, et là je reprends de nouveau ce point, c'est que on peut supposer que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante. Pourquoi elle est constante? Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est une fonction du comportement des agents, du nombre de guichets dans l'économie, du nombre de banques, et ainsi de suite. Et alors, si on suppose que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante, donc j'aurai M fois V qui est constant, qui est égal à P fois Y. Or, comme vous vous rappelez de notre dernier chapitre, le Y est déterminé par les facteurs de production. Et donc, c'est pas lié à la monnaie. Et donc, je peux supposer aussi que le Y est constant. Et par la suite, si le V, donc la vitesse de circulation de la monnaie, est constante et la production, elle est constante, toute augmentation de M va mener à une augmentation de P. Ok? Donc je reprends. Si M fois V égale à P fois Y, d'abord, j'ai expliqué pourquoi la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante. Et alors, si la masse monétaire augmente, ça va mener à l'augmentation du PIB nominal de manière générale, pour que les deux membres restent égaux. Or, le Y, lui, repose sur les facteurs de production qui sont déterminés ailleurs. Et alors, si le Y est déterminé par les facteurs de production, V est constante parce que c'est une vitesse de circulation qui est constante. Donc, toute augmentation de M mène à une augmentation de P. OK? Je vais exprimer cette relation en taux de variation. Et alors, cela veut dire que le taux de variation de M est égal au taux de le taux de variation de M plus le taux de variation de V est égal au taux de variation de P plus le taux de variation de Y. Donc le taux de variation de M, c'est le taux de croissance de la masse monétaire.
plus le taux de variation de la vitesse de circulation de la monnaie, qui est nul, puisque la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 0, est égal au taux de variation des prix, qui est le taux d'inflation, plus le taux de variation de Y, qui est nul, parce qu'il est déterminé ailleurs, comme je l'ai dit, par le niveau de production. Donc, cela veut dire que le taux de variation de M est égal au taux de variation de P. Autrement dit, toute variation de la monnaie va se traduire par une augmentation des prix. Et c'est la raison pour laquelle Friedman il a dit que l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Ce qui veut dire que, d'après son argument, que l'inflation, elle vient toujours du fait... Donc l'inflation, elle vient toujours du fait que l'offre de la monnaie augmente. Ok? Elle augmente, sachant que la production, elle reste constante. Ok? Parce que si vous voulez, bien entendu, si jamais on suppose que le Y peut changer, donc la production réelle change, il se peut que l'inflation ne soit pas élevée. Parce que dans ce cas, l'augmentation de la masse monétaire sera accompagnée partiellement par une hausse de Y et une hausse de P. Mais si le Y est constant, toute augmentation de M va mener à une augmentation de P. Donc ça, c'est juste la corrélation entre la croissance de la monnaie et l'inflation en Égypte. On voit bien qu'elle est positive. En Tunisie, la corrélation, elle est moins prononcée, et donc ce qui prouve que parfois l'inflation peut venir d'autres sources, pas nécessairement une hausse de l'offre de la monnaie. Ok? Pour terminer ce chapitre, je conclue avec ce qu'on appelle donc le seigneuriage. Et le seigneuriage, son idée, elle est très simple. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste vous donner une idée de ce seigneuriage. Donc le seigneur vient du mot seigneur. Pourquoi? Parce que jadis, c'était le seigneur qui avait le droit de battre la monnaie. Et donc c'était lui qui frappe les pièces ou bien qui détermine l'offre de la monnaie. Maintenant, ce sont les banques centrales qui frappent les pièces. Pardon, pour être plus précis, parce que là c'est un point important, ce sont les gouvernements des pays qui frappent les pièces et les banques centrales qui émettent les billets. C'est quoi la différence? Donc les petites pièces de 50 piastres d'une livre égyptienne sont frappées par le ministère des Finances. Ok? Et ça c'est le gouvernement. Alors que les billets de 5 livres, 10 livres, 50, 20, 100, 200 sont émis par la Banque centrale. Et donc, ce qui veut dire qu'une partie, elle est effectuée par le ministère des Finances et le reste est effectué par la Banque centrale. En général, que veut-on dire par seigneuriage? La définition du seigneuriage, c'est l'ensemble des recettes qui sont acquises par l'émission de l'argent. Pourquoi? Parce que, bien entendu, je vous ai déjà dit que si l'offre de la monnaie augmente et la production n'augmente pas, ça va mener à l'inflation. Ok? Si ça va mener à l'inflation, cela veut dire que votre pouvoir d'achat, il va baisser. Et c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle une taxe d'inflation. Pourquoi? Parce que le plus la Banque centrale émet de la monnaie, le plus l'inflation peut augmenter, puisque les prix augmentent, le plus votre pouvoir d'achat baisse, comme si vous avez payé une taxe qui est liée à ce que la Banque centrale a émis de la nouvelle monnaie. Et c'est ce qu'on appelle la taxe d'inflation, ou bien le seigneuriage. Donc le seigneuriage, c'est les recettes
si vous voulez, qui sont implicitement collectées par l'État une fois qu'elle émet, une fois que la Banque centrale émet de la monnaie. Je reprends le mécanisme de nouveau. Donc, une fois que la Banque centrale émet de la monnaie, toutes les personnes qui détiennent cette monnaie vont avoir une valeur de la monnaie qui est plus faible. Pourquoi? Parce que le plus on émet de la monnaie, le plus il y aura une inflation. Le plus la valeur de la monnaie baisse. Et le plus la valeur de la monnaie baisse, le plus on est en train de payer une taxe implicite sur l'argent qu'on détient. Et c'est la raison pour laquelle l'inflation, enfin, sera un impôt qui est lié à la détention de la monnaie. Et c'est rapidement l'idée donc du seigneuriage. OK? Donc avec ça, on termine la première moitié du chapitre 4 sur la monnaie. Et le prochain cours, on va faire l'inflation. Merci et à bientôt.